Donc, voilà, on est vraiment content et contente d'être ici avec vous pour vous présenter les données sur les parents trans en termes d'enjeux d'inclusion et d'exclusion. Donc, je me suis présentée tout à l'heure. Je vais laisser Gabrielle puis Zoé se présenter avant de commencer la présentation. Bonjour, mon nom c'est Gabriel Lantier. OK. Donc, je suis un parent trans et j'ai aussi un enfant trans. Puis je suis beaucoup impliqué au sein de l'équipe de Trans-Outaouais dans le secteur Gatineau-Ottawa. Bonjour, je m'appelle Zoé Vassia. J'ai 2 enfants, dont un est trans, non-binaire pour être précise, et je viens tout juste de démissionner de Euphorie dans le genre qui faisait la marche trans. Donc, ensemble aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est... Oups! Mon gadget ne fonctionne pas. Oui, voilà. Un bref contexte. Ensuite, la présentation des personnes participantes sur lesquelles s'appuie la présentation. Ça va être émaillé des savoirs expérientiels de mes collègues avec les résultats. Les résultats, évidemment, vont être émaillés avec mes collègues, évidemment, et la discussion par la suite. Donc, au niveau du portrait démographique des parents trans ou non-binaires, c'est difficile d'avoir des données parce qu'on a très peu de données, en fait, sur ces personnes-là. Par contre, évidemment, l'enquête Sa vie nous a permis d'avoir quelques données. Donc, ici, le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le tableau des indicateurs sur le fait d'être parent. Donc, si on regarde bien le groupe là, en orangé et en rouge, c'est les personnes cis. Donc, sur l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'enquête, 686 personnes disent être parents. Sur ce groupe-là, on retrouve 23 des femmes cis, 14 des hommes cis, pardon. Et ensuite, on retrouve 39 des femmes trans, 15 des hommes trans et 13 des personnes non-binaires rapportent être parents. Donc, quand on voit la colonne, c'est par rapport à leur groupe, donc par rapport à l'ensemble des femmes trans, par exemple, on voit que beaucoup d'entre elles sont parents. Le dernier recensement aussi de Statistique Canada nous donne des données très intéressantes parce qu'on a colligé ces données-là. Par contre, et je les ai, on me les a données la semaine passée, donc au plan canadien, québécois. Par contre, il faut savoir, avant que je vous donne les chiffres, que la méthode qu'utilise Statistique Canada dans ses enquêtes et dans ses recensements a pour effet de minimiser, en fait, le nombre de personnes par an de l'échantillon, particulièrement si le parent n'habite pas avec son enfant tout le temps. C'est-à-dire que Statistique Canada, quand on remplit le recensement, on doit remplir en fonction des personnes qui sont dans notre maison au moment du recensement. Donc, si, par exemple, mon enfant est chez son parent cis au moment où je remplis le recensement, bien, je ne vais pas être considéré comme un parent. Ça va être seulement l'autre parent qui va être considéré comme parent de l'enfant. OK, vous me suivez? Donc, avec ça en esprit, il faut garder que les chiffres qu'on a sont probablement, bien pas sont probablement, mais sont sous-évalués. Donc, dans l'ensemble du territoire canadien, lors du dernier recensement, on a 19 des personnes trans qui ont indiqué être parents, c'est-à-dire 11 220 personnes. Parmi ce groupe-là, les femmes trans sont plus nombreuses à s'identifier comme parents, donc 62 versus 38 pour les hommes trans. Et 9 des personnes non-binaires ont également mentionné être parents, soit 3 775 personnes sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, quand je vous parle là, de minimisation des données, là, vous avez un exemple, on peut se douter qu'ils sont plus nombreux que ça. Par rapport au Québec, on voit que 18 des personnes trans, lors du dernier recensement, ont indiqué être parents, donc 1 775 personnes, et 7,5 des personnes non-binaires, soit 480 personnes. Donc, ça, c'est pour des données démographiques là, plus larges. Au plan du volet qualitatif, sur les 137 personnes que nous avons rencontrées, on a 13 personnes qui se sont identifiées comme des parents trans de leur enfant, donc 5 pères et 8 mères, et 4 personnes sont des parents non-binaires. Ces personnes-là, l'ensemble du groupe, sont âgées entre 28 et 72 ans, sont parents de 1 à 3 enfants environ. Au moment de la collecte de données,
une des personnes avait formulé son projet parental de façon solo. C'était une personne qui a formulé elle-même son projet parental, donc un père en situation de solo-parentalité. On avait 5 parents qui étaient encore en couple avec, avec leur partenaire, donc l'autre parent de l'enfant, et 11 parents qui étaient séparés ou divorcés de l'autre parent de l'enfant au moment de l'entrevue. Il faut savoir que ce n'est pas du tout représentatif comme échantillon. Pourquoi? Parce que nous, au volet qualitatif, on a voulu avoir des axes de clivage qui nous permettaient d'avoir une plus grande diversité des points de vue ou des expériences de vie. Conséquemment, on a valorisé les personnes qui habitaient en dehors des grands centres urbains. On a tenté d'avoir un échantillon assez élevé de personnes racisées en situation de handicap ou en situation de précarité économique, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça explique là, que notre échantillon n'est pas représentatif. Donc là, je vous présente seulement des analyses préliminaires aujourd'hui qui ont commencé à être analysées. Je veux souligner l'apport de notre auxiliaire Marie-Christine William Plouffe qui a aidé, comme je vous disais tout à l'heure, il nous aide à préparer nos analyses et tout ça. Donc, Marie-Christine avait déjà fait un premier débroussaillage de tout ça. Donc, les résultats. Oups. OK. C'est-tu la bonne? Oui. OK, good. Donc, la période qui entoure l'affirmation de genre ou la transition est vécue de façon contrastée par les personnes participantes qu'on a rencontrées. Il y a une proportion significative de parents là, qui ont vécu de nombreux défis au moment de l'affirmation de leur identité de genre. Certaines d'entre elles ont vécu une séparation avec l'autre parent qui a été suivie évidemment d'épisodes de rejet ou d'invalidation ou d'aliénation de la part de l'autre parent, ce qui a compliqué la relation à l'enfant. Pas pour l'ensemble du groupe, évidemment, mais pour un certain nombre de participants et participantes. Évidemment, ça engendre un sentiment de grande tristesse, surtout que pour ces parents-là, leur lien à l'enfant, c'est un lien qui est inaliénable, qui est là pour toujours, en fait. Donc, on a ici Virginie qui nous dit... Oui. Virginie qui nous dit « Les seules nouvelles que j'ai de ma fille, c'est par Facebook. Elle est allée marcher dimanche, donc j'ai vu des photos d'elle à la marche. J'ai essayé de la texter dimanche pour me rendre compte qu'elle m'avait bloquée sur Facebook. Je ne sais même pas où elle vit. Elle pleure. Elle a l'air heureuse. Je me disais, je pouvais probablement tout perdre, mais pas elle. C'est un grand trou. » Pour maintenir des liens avec leurs enfants, certains parents nous ont mentionné d'avoir mis en place différentes mesures de mitigation en acceptant, par exemple, d'éviter de discuter des sujets qui étaient plus sensibles pour leur enfant ou en faisant preuve de patience là, devant la situation. Alors, on a Lucie ici qui dit, en parlant de son fils adulte, « Il a réagi correct. Quand je lui ai dit que j'allais faire un traitement de féminisation, ça, il ne l'a pas pris. Il m'a dit, ça va être quoi après ça? Mais on garde une relation tout de même, il ne veut pas en parler. Je n'ai pas de nouvelles de lui et c'est correct aussi. Je ne cours plus après, je ne cours plus après personne. Je me dis qu'un jour, ça va se placer. » Par contre, pour d'autres, la période entourant l'affirmation de genre ou la transition s'est passée là, sans difficulté, sans heurts du tout non plus. On peut penser que c'est particulièrement le cas des enfants plus jeunes, mais pas du tout. En fait, même celles et ceux qui avaient des adolescents ou des jeunes adultes, on réalise là, que leurs enfants ont été des formidables alliés pour leurs parents pendant cette période-là. Donc ici, Rosa, qui nous dit « J'ai un garçon de 24 ans, oui, que j'adore et on s'entend très bien. C'était une expérience formidable. » Elle n'est pas terminée parce que quand on est parent, n'est-ce pas, on l'est pour la vie. Et non, ça se passe très bien. Il l'a accepté comme tous les jeunes le font maintenant. Il est au courant de ça. Il est pas mal d'une autre génération. Donc, en fait, ce que les participants et participantes nous ont dit, c'est pas tant la réaction ou l'âge de leur enfant qui joue une différence que, en fait, l'attitude de l'autre partenaire, de l'autre parent de l'enfant, en fait, qui va avoir un impact très grand sur l'adaptation post-transition, que le couple reste ensemble ou non, en fait, parce qu'il y a des gens qui se sont séparés, dont l'autre partenaire a collaboré, a aidé à soutenir son ex-conjoint ou conjointe. Donc, c'est vraiment l'idée du partenaire cis là, qui a un impact très grand au moment de la transition. Donc, Zoé, puis ensuite, Gabrielle, comment ces données-là résonnent là, par rapport à votre vécu ou ce que vous avez avec les autres parents trans que vous côtoyez? Mais dans mon cas, moi, la séparation était due à cause que je vivais la dysphorie. Je voyais mon ex qui était
enceinte, puis tous les ressentiments que j'avais de ma jeunesse sont revenus. Par la suite, toutes les choses, ça c'est un maman qui doit faire ça, puis je suis comme non, je peux le faire aussi. Puis alors c'est ça, mon ex était très genré et de plus en plus comme les enfants grandissaient, mais je pouvais plus, puis on s'est séparés à cause de ça. Une fois qu'on s'est séparés, mais là c'était tout, j'ai fait mon coming out, puis c'était la fin du monde au début. Pour mon ex, pas pour mes enfants. Mes enfants, au début, me posaient des questions comme les enfants. Ils avaient 7 et 5 ans à ce moment-là. Et ils me posaient des questions, puis ils sont devenus mes alliés le plus évident de toute ma famille. Pour ma part, j'ai vécu une séparation lorsque j'ai fait mon coming out. C'était un peu la goutte de trop dans la relation. Plusieurs autres facteurs étaient en cause aussi. Mon enfant avait 1 an et demi lorsque j'ai commencé ma transition sociale, ensuite médicale et légale. Et étant jeune, donc j'en parlais pas vraiment à cet âge-là. Mais maintenant qu'elle est rendue à 7 ans, elle connaît mon parcours, puis on regardait aussi sur la télévision. Je mettais des photos de moi quand elle était bébé, puis elle pouvait dire ben ça c'est Dada quand elle était fille, puis donc c'est juste ouais. Merci, Gabriel. Donc, certains 3 pères trans, en fait, nous ont mentionné avoir spécifiquement retardé volontairement leur transition pour avoir des enfants, mentionnant l'importance que ça avait pour eux de vivre la grossesse ou d'avoir des enfants qui étaient liés biologiquement à eux. Par ailleurs, il y a 2 pères qui ont mentionné que la grossesse a eu comme effet d'amplifier le sentiment dysphorique. Et on a Jace ici qui explique là, plusieurs de ces enjeux-là en disant je ne voulais pas faire mon parcours de transition avant d'avoir des enfants. Pour moi, avoir des enfants liés biologiquement à moi, c'était la chose la plus importante au monde. C'était mon but dans la vie, avoir des enfants. Je voulais qu'ils soient de moi. Je ne voulais pas adopter. Mais probablement que si j'avais su que ça se pouvait avoir des enfants biologiques après la transition, bien, peut-être que j'aurais fait ça avant et que j'aurais pu avoir plus d'années à vivre heureux. Et donc, toi, Gabriel, qui as porté ta fille, comment ça s'est passé? Bien, tu vois, je ne connaissais pas mon identité de genre à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment vécu comme, je pourrais dire, le summum de la féminité que je connaissais à cette époque-là. Tu vois, lorsque je suis tombée enceinte, j'étais rendue à peu près à 9 semaines de grossesse, puis j'ai un ami dans mon cercle d'amis qui a fait son coming out comme homme trans. Puis après ça, je suis revenu à la maison ce soir-là, puis j'ai dit à mon conjoint, ça se peut? Comme j'en avais aucune idée, puis on parle de 2015. Je ne savais pas que c'était possible. J'avais pas eu l'éducation comme quoi que être trans, un homme trans particulièrement, était une possibilité. Pour ce qui est de comment j'ai vécu ma grossesse, je l'ai bien vécu. J'ai voulu avoir un enfant de façon biologique. J'ai aussi eu des pensées au courant de comme ma jeunesse de peut-être que je voudrais adopter un jour, puis ça va être le chemin que je vais prendre dans le futur. Mais si j'avais su avant de faire ma transition, si j'avais su que mon identité de genre avant d'avoir mon enfant biologique, je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes choix. Merci. La préservation de la fertilité, ça demeure aussi un enjeu. Comme on sait, il y a 2 pères qui ont été sensibilisés préalablement à la possibilité de préserver leurs gamètes, préalablement à la transition, mais il y en a juste un qui l'a fait à cause des barrières structurelles vraiment importantes qui sont devant eux pour pouvoir faire ça, notamment en termes de coûts. Aussi sur l'impact que ça peut avoir sur leur corps au plan hormonal. Donc, ça a fait en sorte qu'un seul père a décidé de s'astreindre à la procédure. Et puis, c'est Joshua, et j'adore cet extrait-là parce que pour lui, en fait, c'était l'idée que sa conjointe voulait avoir un enfant de lui qui a été le signe de l'amour qu'elle lui portait, puis c'est une des raisons pour lesquelles il s'est lancé là-dedans. Alors,
On a ici cet extrait. Ça a été une année d'opération, d'hormonothérapie, estrogène aussi pour que je puisse concevoir des ovules. Il y a souvent des gars qui vont dire moi, je ne ferai jamais ça, me mettre des hormones de fille. Ils mettent ça tellement de façon dégoûtante. C'est comme si c'était la pire tâche de leur vie. Ça peut être leur ressenti, mais moi, je trouve que c'est rien. Apparaît une vie et après, tu as ton enfant, puis c'est le fun. Puisque ma blonde était contente, puisqu'elle voulait quelqu'un de moi, je me suis sentie aimée. Ça m'a poussée à poursuivre. Bon, encore. C'est trop technologique, ça, cette affaire-là. Bon, OK. 3 personnes participantes ont des enfants qui font également partie de la diversité sexuelle et de genre. Et dans 2 situations, c'est super intéressant parce que l'enfant a fait son affirmation de genre préalablement aux parents. Et donc, ça a ouvert la porte aux parents à faire la sienne par la suite. Et ça, c'est super intéressant. C'est un peu ce que Loulou nous dit ici. Un soir, ma fille m'a dit tu sais, papa, je suis un garçon. Donc, moi, sur le coup, j'ai figé parce que ça me rapportait à moi-même. J'ai dit c'est correct, c'est pas grave. Si tu te sens comme ça, tu as le droit de vivre comme tu veux et d'être qui tu veux. C'est sûr que ça m'a confrontée beaucoup parce que je me dis mon Dieu, si ma fille dit ça puis je le fais pas, c'est un peu bizarre. Ça faisait déjà un bout de temps que je voulais faire mon coming out à ma femme, mais ce qui se passait, c'est que j'hésitais tout le temps. J'avais la crainte de détruire la famille. Et ce soir-là, je me suis couchée, j'ai pas dormi de la nuit et le lendemain matin, quand on a déjeuné, ma conjointe et moi, je lui ai dit que notre fille nous avait dit ça et que maintenant, elle voulait être un garçon. C'est sûr que ma femme a eu un choc. J'ai attendu un peu et j'ai dit, ben je ne peux pas laisser ma fille vivre ça toute seule. Je dois dire que moi aussi, je suis comme ça. Je me sens à la fois fille et garçon depuis que je suis née. Je dirais que je me sens plus fille que garçon. C'est une réalité que je vis moi aussi. Je ne pouvais pas ne pas le dire et laisser ma fille affronter ça toute seule. Donc, vous deux aussi, comme vous avez dit au début, vous avez des enfants de la diversité, vous aussi. Comment ça s'est passé pour vos familles? Mais pour moi, ça a été un peu difficile parce que dès que mon enfant, Raph, a essayé de parler de ça, son autre parent disait toujours c'est à cause de moi que l'enfant voulait me ressembler. Puis c'était vraiment tough de dire que la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai laissé le terrain ouvert à la découverte. Et c'est ça qui se passe. Ils ont décidé de commencer des bloqueurs d'hormones de croissance. Et par la suite, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ne se sentaient pas bien avec le médicament. Alors, c'est comme, moi, je suis comme, do you? Puis c'est ça, puis je la soutiens, puis aussi, on a eu un contact avec un sexologue, puis le sexologue, elle a aidé beaucoup à changer l'idée de l'autre parent. C'est beaucoup de temps, mais entre-temps, le temps passe, puis ça cause des problèmes pour les enfants. La dépression et tout ça, on l'a vécu, on le vit toujours par rapport à la discrimination et tout ça. Donc, moi, ma fille, à l'âge de 2 ans, elle s'est revirée les bords et elle a dit « Moi, je suis une fille ». Sauf que le moment choisi, j'avais une visite avec moi, puis tout de suite, « Non, tu es un garçon ». Les membres de la famille aussi ont embarqué « Non, tu es un garçon ». Moi, je me sentais comme « Ben, je veux juste te laisser la place pour t'exprimer, comme « Do you », tu sais. Donc, ça a attendu une couple d'années avant de revenir un peu plus fort. À l'âge de 6 ans, à l'Halloween, on est allé au magasin d'Halloween, choisis-toi ce que tu veux, carte blanche. Elle a pris un costume de Ladybug. Puis, on lui a demandé, ben, c'est quoi les pronoms pour la journée? On peut bien s'amuser avec ça. Puis, elle a choisi « elle ». Aussi, quand je l'ai débarqué à l'école ce matin-là, il y a une maman qui a passé à côté de nous et qui a dit « Oh, t'es donc bien belle! » Puis là, elle s'est revirée vers moi et elle a dit « Dis-le pas à personne. » Ouais. Tout ça pour dire que, tu sais, elle s'explorait, elle essayait des choses, mais c'est revenu plus fort au printemps passé, lorsqu'elle m'a mentionné juste comme ça, elle était à la table de cuisine, elle me dit « J'ai hâte d'être adulte. » Puis moi, dans ma tête de parent, je me dis, ben, elle a hâte d'avoir son indépendance, conduire une voiture, voir ses amis quand elle veut.
c'était pas ça sa réponse. Elle dit, j'ai hâte d'être une fille. Puis ce qu'elle voit dans notre maison, c'est qu'on est 2 parents trans. Donc, on a fait notre transition plus tard à l'âge adulte. Donc, je pense que ça reflète un peu là-dessus. Mais j'ai demandé, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas une fille aujourd'hui? Tu pourrais l'être, c'est ce que tu sens dans toi. Puis ça a engendré une discussion de comme, tu sais, si tu veux porter une robe, si tu veux jouer avec des amis de filles, peu importe le stéréotype qu'elle s'associe avec, fais-le. On va te laisser l'espace. Là, je voulais aussi porter une robe à l'école, mais là, OK. On va commencer par éduquer l'école, puis s'assurer que tu es bien accepté, bien en sécurité, puis aussi qu'on commence à utiliser les pronoms que tu désires. Donc, on a fait tout ce cheminement-là au printemps dernier. Je sais où je m'en allais avec ça. Bon, donc, aussi, je voulais rajouter qu'on a vécu une certaine... il y a eu du feedback vers nous de certains membres de la famille, comme quoi qu'on influençait notre enfant à être trans. On laissait seulement la place pour s'exprimer, pour pouvoir être soi-même. Et là, c'est certain qu'après plusieurs mois, puis que c'est set in stone, on va dire en anglais, comme les personnes se retirent un peu de ce commentaire-là, puis disent non, c'est vraiment elle, c'est être une fille. Donc, ça évolue tranquillement dans la bonne direction. Merci tous les deux. Le dernier résultat qu'on veut présenter, c'est la question de la négociation des termes parentaux. Donc, il y a plusieurs parents qui ont mentionné que le recours au terme d'adresse qui est conforme avec leur genre ressenti demeure complexe pour certains enfants. Et pour d'autres, la majorité, je dois dire, la négociation doit finalement se faire plutôt avec l'autre parent, le parent cis, principalement les mères cis qui sont très gardiennes, en fait, peu enclines à partager le terme maman. D'autres parents vont plutôt dire que leurs enfants vont utiliser des termes d'adresse spécifiques juste pour eux qu'ils vont avoir développés eux-mêmes. Donc, on a ici Léa qui dit, pour elle, en parlant de l'autre parent, c'était de perdre son titre de maman unique. C'est moi qui ai avancé ça d'une certaine façon. Je lui ai dit, à un moment donné, il va juste falloir qu'il m'appelle maman. Et tout ça parce que je vais être une maman. Je vais être une femme. Je ne pourrais pas m'appeler papa. Donc, toi, Zoé, justement, tu as une façon particulière que les enfants t'appellent. Tu veux-tu nous dire comment c'est venu? Oui, mais mon ex vient de l'Argentine, alors il y a de l'espagnol dans la famille. Puis quand les enfants étaient petits, ils m'appelaient Papi. Et par la suite, on s'est assis, moi et les 2 enfants seulement, puis on commençait à discuter, puis c'était mon plus vieux qui a dit, mais peut-être si on combine maman puis papi puis Mapi. Alors maintenant, il m'appelle Mapi. C'est vraiment mignon. Donc, en conclusion, vous remarquez qu'on déborde un peu le temps, mais vu qu'on est 3, on s'est dit qu'on avait le droit de déborder un petit peu le temps. Alors, donc, voici en discussion Marie-Pierre Petit, Daniel Julien et Lynn Chamberlain, dans un article récent, rappellent que les recherches qui concernent la parentalité trans ont porté sur 2 générations de parents. Les recherches de la première génération se sont concentrées sur les personnes qui ont amorcé leur transition avant d'être devenues parents et ont documenté principalement là, les processus familiaux qui en découlent, par exemple les conflits, notamment avec l'ex-partenaire, la rupture de l'union quand il y a le cas ou les enjeux de garde d'enfants. Les études ont également démontré que les parents vont négocier avec leurs enfants plusieurs aspects de la transition, par exemple le rythme à laquelle la transition va se dérouler, les termes d'adresse, comme on a dit, qui vont être utilisés, ou encore l'équilibre entre les besoins de leurs enfants et leurs propres besoins. Il y a plusieurs facteurs de protection qui sont mentionnés à ce moment-là, comme par exemple la poursuite de la relation conjugale, une communication ouverte et positive entre les membres de la famille.
De nombreux parents aussi ont remarqué qu'avec le temps, la situation s'amenuise aussi quand c'est difficile au début. Les recherches sur les personnes qui ont transitionné avant de devenir parents sont plus récentes et vont porter principalement sur les modalités d'entrée en famille, en fait. Et ces études-là ont démontré que les futurs parents vont être confrontés à des défis liés à la préservation de la fertilité, comme on l'a dit, alors que peu de cliniciens vont informer les personnes sur ces possibilités-là au moment d'une transition médicale. Il y a aussi les présomptions hétéro-cis-normatives des cliniques de fertilité là, qui peuvent poser problème puis qui peuvent entraver, en fait, la poursuite de la préservation des gamètes pour les personnes concernées. Par contre, les parents plus jeunes, bien, ils vivent dans un contexte où les réalités LGBTQ sont de plus en plus acceptées, la diversité familiale est davantage mise de l'avant aussi. Donc, l'analyse des discours des parents qu'on a rencontrés va pas mal dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a une disparité entre les parents plus jeunes et les parents plus âgés. Donc, ceux qui ont fait leur transition plusieurs années suite à la naissance des enfants sont plus nombreuses, en fait, à discuter des enjeux familiaux et relationnels qui est lié à la période d'affirmation de genre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes et tous vécu ça, mais ils sont quand même plus nombreux et nombreuses à le mentionner. Et pour ceux qui ont fait leur transition, c'est surtout ceux, en fait, c'est pas celles qui ont fait leur transition avant la naissance des enfants ou les premières années de vie, on ne constate pas vraiment les mêmes difficultés. L'enjeu qui se pose est surtout lié au dévoilement de l'enfant. Il y a plusieurs parents qui nous ont dit « J'attends que l'enfant soit plus vieux pour qu'il comprenne mieux ce dont il retourne ». De nouvelles études portant sur les parents qui ont eu leurs enfants post-transition sont à prévoir compte tenu des changements sociaux juridiques qui encadrent la parentalité des personnes trans et vont être vraiment bénéfiques pour bonifier le champ des familles et le champ des études là, sur le genre et les sexualités aussi. Si certains parents disent que leurs enfants ont vécu difficilement la transition et que certains ont pu couper les ponts, il reste que ce n'est pas nécessairement le cas de la majorité d'entre eux où les enfants, au contraire, vont bien. Et ça, cette préoccupation-là de l'adaptation des enfants, c'est ce qui fait l'objet de plus de préjugés, évidemment, au niveau social ou même dans les recherches, alors que les recherches démontrent que, ben oui, les enfants s'adaptent très bien et que non, ils ne sont pas nécessairement plus ostracisés. Donc, dans une recherche récente qui vient d'être publiée en Angleterre, qui porte sur 37 parents qui s'identifient comme trans, 13 partenaires cis de ces parents et 25 de leurs enfants âgés entre 8 et 18 ans, l'étude a démontré une très grande qualité de la relation parent-enfant, un très faible taux de troubles de comportement et un haut niveau de bien-être. En fait, les enfants de cette cohorte-là avaient un niveau de bien-être supérieur aux enfants des normes dans les études nationales. Donc, ici, ce qui est important de savoir, c'est que depuis les années 80, toutes les études qui portent sur les familles qu'on juge non normatives, à l'époque, c'était les familles dont les parents étaient divorcés et séparés. Ensuite, les familles des parents LGBTQ issus de la procréation assistée, name it, maintenant les parents trans. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on compare des familles normatives, dites normatives, avec des familles dites non normatives pour voir est-ce que ça s'équivaut. Et cette étude-là, évidemment, ne fait pas abstraction à ça. Et je ne la présente pas pour rassurer les gens sur « Oh, phew, ces enfants-là vont bien ». Ce n'est pas ça. Je la présente seulement pour dire que c'est une brique supplémentaire sur la somme des connaissances qui dit que la structure familiale n'a que peu ou pas d'effets prédictifs sur l'adaptation des enfants. Ce n'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder ailleurs. Et les enfants de cette étude-là, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'eux trouvent difficile, c'est le travail émotionnel d'avoir à éduquer les gens autour d'eux quand les gens mégenrent, par exemple, leurs parents. C'est ça qui pose problème et non pas la relation aux parents. Donc, les prochaines études devront être conduites là-dessus, sur les difficultés structurelles que les gens rencontrent et comment ça entrave le bien-être des parents et des enfants. Finalement, la dernière chose que je veux dire, c'est que les enfants, les personnes trans, les personnes non-binaires, j'ai dit au début qu'on en avait 4. J'ai très peu d'extraits des personnes non-binaires. Donc, effectivement, les personnes non-binaires, les parents non-binaires sont particulièrement invisibilisés, puis avec sa vie, ça ne fait pas exception à ça. Pourquoi? Nos outils n'ont pas été assez sensibles pour coopter leur vécu. Donc, il va falloir des études qui vont permettre de mieux coopter leur vécu, mais des outils qui vont avoir été conceptualisés avec elles et eux pour savoir qu'est-ce qui est important de connaître dans cette situation-là. Et finalement, d'autres, évidemment, d'autres parents trans sont aussi invisibilisés, les parents racisés, par exemple, ou ceux en situation de précarité économique ou de handicap non plus, on n'a pas réussi à avoir de données sur eux. Alors voilà, je laisse le mot de la fin à mes deux collègues qui sont nettement plus intéressants et intéressantes que moi.
Et la seule chose, mais comme c'est dit, structurellement parlant, on a besoin beaucoup plus d'informations, surtout au niveau des écoles et tout ça. Parce qu'en commençant avec les jeunes, mais là, on part avec des générations qui sont habiles avec ces paroles, ces termes, ces idées de genre et tout ça. Moi, je trouvais ça intéressant quand tu parlais le fait que la santé mentale des jeunes dans ces familles-là est peut-être plus élevée que, que la norme. Je peux voir personnellement comment que je me sens comme un meilleur parent maintenant que j'ai fait ma transition, maintenant que je suis bien aligné avec moi-même. Donc, je peux donner beaucoup plus de patience, d'amour à mon enfant parce que j'en ai cultivé moi-même. Puis ce que je veux rajouter comme mot de la fin aussi, comme c'est quelque chose que ma petite elle a apporté lors d'un souper. Elle dit, j'ai une famille bizarre. Puis on lui a demandé un peu comme, ça veut dire quoi bizarre pour toi? C'est-tu bon? C'est-tu mauvais? À 7 ans, là. Elle dit, c'est bon. Elle valorise la différence. Et être normal, c'est plate. Ah, merci tout le monde.